Dans cette vidéo, on va absolument tout voir sur comment écrire une superbe séquence de cold email qui vous obtient énormément de calls et qui vous permet de scale votre business. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, on va voir énormément de choses. On va voir les angles à utiliser, les scripts qui marchent bien, les questions à poser, les call to action à mettre, les objets à utiliser et aussi exactement au-delà des exemples, les principes derrière eux pour que vous puissiez vraiment l'adapter à votre business. Concrètement, ça va être plus de valeur que, selon moi, toutes les formations qui peuvent actuellement être sur le marché en termes de cold email. Et donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si vous êtes une agence, une entreprise B2B, etc. et que vous voyez que je sais de quoi je parle, vous travaillerez certainement avec moi pour que je m'occupe de tout ça pour vous. Avant d'aborder tout ça, qui je suis pour vous faire cette petite vidéo, est-ce que ça marche, etc. Donc en 2 mois, en utilisant les stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai pu booker 110 appels de vente, en 3 mois 132. Du coup, quand j'ai ramp up tout le cold email, ça m'a fait passer de 22 appels de vente par mois à plus de 50 par mois. Je vous laisse un peu imaginer la force de tout ça. Et donc, et aussi, chose importante à faire, c'est que j'ai fait ça pour une dizaine de clients. Commençons directement avec les objets, parce que vous le savez très bien, si votre objet n'est pas ouvert, si en fait les gens n'ouvrent pas votre cold email, vous pouvez avoir le meilleur copywriting du monde à l'intérieur, ça ne sert à rien. Et donc avec les lignes d'objets, tout simplement ce que vous voulez faire, c'est que ça ne semble pas être une newsletter ni un email de marketing, parce que tout simplement, quand on reçoit un email de newsletter et un email marketing, on se dit ok, je me suis jamais abonné, je connais pas cette personne-là, je vais delete instantanément, je sais déjà ce que ça va être, perdre de temps. Ce que vous voulez faire, c'est surtout donner l'impression que vous êtes quelqu'un de la team, un client qui pourrait avoir, donc tout simplement pour leur faire ouvrir. Donc augmenter la curiosité et faire qu'ils cliquent. Des lignes d'objets qui marchent bien, c'est questions rapides, idées pour prénom, questions pour prénom, conversion pour nom d'entreprise. Avec mes clients, je vois entre 60 et plus de 70% de toute ouverture sur ces objets-là. Ça marche extrêmement bien. Là, je sais qu'il y a plusieurs clients en consulting que j'ai pu avoir qui m'ont dit non mais Tom, je croyais que en fait les objets qu'il fallait faire, c'est des trucs de l'espace, etc. Faire un truc super personnalisé. Non, pas du tout, parce que 99% du temps, ça va tomber dans la grosse erreur que j'ai expliqué plus tôt, c'est-à-dire que en fait, vous allez tomber comme dans un email de marketing. Un email de marketing, et c'est pas du tout l'objectif. Ensuite, la deuxième chose qu'on me dit souvent, c'est oui mais Tom, ça fait un peu quand même, tu l'as piégé, etc. Est-ce que les gens ils vont vraiment répondre ou ils vont dire ah encore un cold email, etc. Je pense pas du tout que ce soit le cas. Si c'est, en fait, je pense plutôt que c'est une question de perspective. Et en réalité, il n'y a jamais eu de personne qui va dire ah oui, mais je pensais que le cold email, il allait me parler de ça. Non. C'est-à-dire que ces questions-là sont des questions très professionnelles. Bien évidemment, si vous vouliez rendre le truc le plus curieux possible, etc., vous feriez un truc beaucoup plus énorme. Mais ça ne serait pas bien. Par exemple, drogue pour prénom. J'ai votre fille prénom. Des trucs qui n'auraient aucun sens, c'est pas du tout professionnel. Mais bien évidemment, ça n'aurait aucun sens. Ensuite, il faut garder en tête que les taux d'ouverture ne sont pas vraiment fiables. En fait, les outils d'envoi, ils font une sorte d'inflation de ces nombres-là pour pas que vous dites ah non mais l'outil il est trop nul, je vais aller sur celui-là parce qu'il montre des meilleurs faux open rate. Ensuite maintenant, comment écrire le body de votre mail? Donc le body de votre mail, c'est le truc qui va vous rapporter le plus de résultats, c'est l'offre, c'est le truc qu'il faut le plus split tester. Donc vraiment, restez avec moi. Donc maintenant, quelques erreurs que je vois trop souvent avant que j'explique exactement ce qu'il faut faire. Donc la première erreur à faire, c'est d'avoir un email type newsletter, B2C, etc. qui ne parle que de vous. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut parler 2 fois plus de la personne qui reçoit l'email que de vous. Tout simplement parce qu'on aime plus parler de nous que de quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne-là, on ne la connaît pas. Et la preuve que c'est vraiment le plus important, c'est que, imaginez, là, vous recevez une photo de famille, une photo de groupe, quelle est la première personne que vous regardez? C'est vous. C'est la même chose dans un cold email. On est intéressé par nous-mêmes. Si on a l'impression que c'est une newsletter, que vous parlez que de vous, on a l'impression que c'est une newsletter. C'est quelque chose que on s'est par exemple abonné. Mais on sait tout simplement que ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, c'est du spam, j'ai jamais donné mon email. Un peu dans le même ordre, l'erreur à ne pas faire, c'est avoir un email qui dépasse les 60 mots. Parce que essayer d'avoir un email qui dépasse les 60 mots, c'est comme demander dès la première minute du call, ok, donc mon service c'est par exemple 10 000 €, vous l'achetez ou non? Non. Il faut d'abord poser des questions, il y a des étapes. Et en fait, le problème c'est qu'on ne vous fait pas encore assez confiance et ça semble être un trop gros investissement que de le faire maintenant. Il faut baisser l'email. Il faut avoir un mail plus court. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez dire dans celui-là, c'est bon, il y a 3 lignes que je peux lire. L'erreur à ne pas faire que je vois trop souvent, c'est d'avoir une offre
être soit trop direct, soit trop alambiqué. Soit la personne pitch pour un call d'une manière totalement horrible, donc est-ce qu'on se ferait un café virtuel? Moi j'ai juste envie de frapper les gens qui me disent ça, parce que ça me fait bobo parisien. Je n'ai rien contre les bobos parisiens, mais ça c'est vraiment très désagréable. Ou soit je vois un truc du type, il n'y a pas d'appel à l'action clair, on sait pas, on comprend rien en fait. On comprend pas les résultats, on sait pas quelle est la prochaine étape. Donc aucune chance que ça. Donc maintenant voyons ce qu'il faut faire. Donc il faut avoir plusieurs choses. Il faut avoir déjà une affirmation, donc exactement ce que vous pouvez faire. Là, ça doit être chiffré à 100%. Donc quelque chose que les gens veulent, que ce soit 1 million de vues, doubler leur taux de conversion publicitaire, augmenter leur chiffre d'affaires de 30%, 10 appels commerciaux chaque mois. Ensuite, il faut expliquer un peu votre processus. Là, il y a 2 écoles sur ça. Vous avez probablement entendu plein de fois. Ah non, mais il ne faut pas expliquer le processus, etc. Il faut vous vendre la transformation, ce qui est vrai. Le problème qu'on a, c'est que vous êtes un étranger, etc. Et je ne sais pas vous, mais imaginons que vous me dites ah oui, je peux augmenter votre chiffre d'affaires de 300%, etc. On se demande comment, tout simplement. Et on veut éviter de perdre notre temps. Donc, par exemple, je peux écrire vos posts de personal branding sur LinkedIn, je peux vous obtenir 5 micro-influenceurs qui créent des publicités qui se démarquent. Je peux créer des abonnements pour votre e-commerce grâce à mes emails, etc. Ensuite, en combien de temps vous pouvez faire ça? Parce que c'est très bien, par exemple, de me promettre 1 million de vues, mais si je fais YouTube pendant 100 ans, je suis sûr de les avoir. Donc il faut mettre quelque chose de précis, quelque chose que les gens vont vouloir, et quelque chose d'aussi réaliste. Par exemple, 90 jours, 30 jours, 48 heures, suivant votre offre. Ensuite, il faut mettre une dernière chose, les preuves que ça marchera, parce qu'il faut se mettre les évidences en place, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qu'on ne connaît pas par email, et si ça marche pas, parce que vous n'êtes certainement pas la première personne à faire à mettre en avant des choses assez qui peuvent paraître folles à certains businessmen. Ce que vous devez inclure dans votre code email, c'est par exemple, comme on l'a fait pour Jana Beauty et Wolf Calendar. Donc le plus les personnes sont connues, le mieux c'est. Ensuite, où vous ne payez pas, et vous payez seulement pour les appels qualifiés, et vous payez seulement après avoir closé des deals. Ça permet à la personne de dire, ok, je ne prends pas de risque, je vais au moins avoir un appel. En résumé, ça fait un call email qui ressemble à ça. Je peux vous obtenir 1 million de vues en 90 jours où vous ne payez pas. Je peux doubler votre taux de conversion grâce à l'activation de 5 micro-influenceurs pour créer des publicités qui se démarquent. Vous payez seulement après avoir doublé votre taux de conversion. Ensuite, par exemple, je peux vous obtenir 10 appels commerciaux chaque mois, comme je l'ai fait pour Boo Marketing et Batman Creatives. Vous payez seulement pour les appels qualifiés que je vous réserve. Ensuite, qu'est-ce qu'un bon appel à l'action? Parce que, en fait, je vois énormément de trucs qui sont vraiment mauvais en termes d'appel à l'action, et c'est vraiment la chose qui, en fait, c'est tellement facile à l'avoir, et si vous ne l'avez pas, ça peut totalement ruiner les résultats. Donc, l'objectif d'un bon call to action, c'est d'obtenir une réponse, pas forcément un appel. C'est-à-dire que souvent, l'erreur que je vois faire, c'est demander, comme je l'ai dit, un grand investissement dès le début. C'est demander à la fille que vous aimez bien de se marier avec vous dès le 2e date. Ça paraît un peu beaucoup quand même. Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose qui paraît être vraiment, vraiment raisonnable, vraiment simple, et d'être super clair. C'est-à-dire que vous ne demandez pas pour des retours, des idées, des trucs comme ça. Vous demandez si ça peut intéresser. Ça doit être une réponse oui ou non. Et il faut aussi garder en tête que le call to action va vous permettre d'aller plus loin, va vous permettre d'envoyer plus d'informations. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer tout votre processus de fonctionnement si en fait la personne n'est pas intéressée. Et si la personne est intéressée, vous pouvez envoyer plus d'informations. Et quand vous demandez si la personne n'est pas intéressée, comprend que ce n'est pas un investissement. C'est pas parce que vous êtes intéressé que vous allez forcément payer. Mais par contre, si vous dites que vous allez faire un appel, etc., c'est toujours un plus gros investissement. Et ensuite, si la personne, elle vous dit non à cette petite demande, vous savez qu'elle ne sera pas intéressée. Donc les appels à l'action à faire, c'est pareil qui marche bien, c'est est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos? Est-ce que vous serez ouvert à discuter davantage? Est-ce que cela vous intéresserait? Est-ce que ça vous dérange si je vous partage plus d'infos? Donc à chaque fois, c'est quelque chose de très soft, et contrairement à du copywriting B2C qui est en mode très bourrin, en mode je dois faire ça maintenant, ou conséquence, c'est quelque chose de super soft, et parce qu'on garde toujours en tête quand on fait du call email qu'on parle à des personnes intelligentes et qu'on optimise pour les personnes intelligentes. Tout simplement, on n'optimise pas pour le top of funnel qui va attirer tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de cerveau sur TikTok. Non, on veut attirer des personnes avec qui on a envie de travailler. Donc si une personne, elle peut pas répondre positivement à ça, elle peut pas nous donner plus d'informations,
ce n'est même pas la peine. Maintenant, on va voir deux choses pour rendre vos cold emails plus intéressants, la personnalisation et la segmentation. C'est-à-dire que vous pouvez personnaliser en fonction de la segmentation, vous pouvez personnaliser en fonction des différentes variables que vous pouvez avoir dans votre CSV. Donc par exemple le job title, la localisation, l'industrie, le nom, prénom, etc. Imaginons là, vous recevez un cold email, vous êtes un patron d'e-commerce, vous avez deux concurrents, vous avez deux agences qui vous tapent dans l'œil. Donc par exemple, salut, nous pourrions ajouter 100 000 euros de revenus dans les 3 prochains mois. Est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos? Et le premier cold email qui est « Salut, prénom, j'ai vu sur votre site web que vous ne vendez que 10 produits dans l'industrie de la santé et du bien-être. Nous avons récemment aidé Olympus Beauty à augmenter ses revenus de 100 000 euros en 3 mois et nous pourrions faire la même chose pour vous. Est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos ?» La différence entre ces deux emails, c'est qu'un email nous fait vraiment dire « Waouh, ok, ça va marcher, je sais que c'est pas quelque chose c'est pas un email automatique, etc. qui n'a aucun sens. Et en plus, on me dit que ça va marcher. Je peux ajouter, je sais pas combien d'euros par mois, on peut l'envoyer à absolument tous les e-commerce. Par contre, quelqu'un qui est dans la santé et du bien-être et qui vend que 10 produits, très peu. Maintenant, il y a quelque chose d'aussi important, c'est de savoir, ok, quand est-ce que vous devriez segmenter? Donc, il faut surtout segmenter quand le marché est très compétitif, quand vous voyez très peu de réponses positives. Parce qu'il faut tout simplement mettre toutes les chances de votre côté. Si vous avez une personne, parce que qui va gagner entre ces deux personnes, c'est l'email numéro 1. C'est l'email qui aura plus segmenté, qui aura un meilleur copywriting grâce à ça. Il faut aussi garder en tête que, et pour obtenir plus de réponses positives, il faut aussi faire la différence entre ce que le prospect voit et ce que le prospect ne voit pas. Par exemple, j'ai actuellement un client en consulting qui voulait faire quelque chose de super compliqué avec plein de... Alors oui, s'il ouvre, on fait ça, s'il ouvre pas, on fait ça, puis ensuite, s'il est dans telle industrie, on fait ça, puis s'il fait ça, puis... Non. En fait, ça ne sert à rien si la personne, elle ne voit pas ça. Si c'est dans le marché de l'ombre, il faut tester ce qui marche le mieux. Donc ça ne sert à rien de segmenter par quelque chose, à part si vous voulez ne pas scraper 2 fois la même liste, c'est-à-dire que vous avez une liste de 100 000 prospects, vous allez probablement pas la scraper en une fois. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être la découper en géographie, localisation, etc. pour scraper une fois et éviter de dépenser 2 fois votre argent pour une seule chose. Donc comment personnaliser vos cold emails en fonction de la segmentation. Donc sur l'industrie, vous pouvez pas vraiment faire de segmentation incroyable, je vous expliquerai comment le faire de manière plus pertinente. Parce que effectivement, bonjour, j'ai vu que vous étiez dans l'industrie de l'entertainment services. Non. Par exemple, vous êtes un escape game, vous êtes par exemple dans l'industrie d'entertainment, vous dites pas que vous êtes dans l'industrie d'entertainment, vous dites que vous êtes un escape game. Cet email-là, il ne semblera pas tellement personnalisé parce qu'il y a tellement d'entreprises qui peuvent être là-dedans. Ensuite, la localisation, c'est pertinent. Maintenant, segmenter la liste, ne serait-ce que pour les personnes qui sont sur Marseille, qui sont sur une certaine localisation, ça n'a aucun sens. Pour une raison très précise, c'est tout simplement, vous n'allez pas avoir assez de personnes à contacter pour qu'il y ait assez de data pour vous dire que, en fait, cet email est beaucoup mieux que les autres. Vous n'avez tout simplement, vous pouvez avoir 25% de taux de réponse sur 4 personnes, ce ne sera qu'une personne. Donc, ce n'est pas assez... Et il n'y a pas assez d'évidence pour vous dire « Ah ouais, c'est beaucoup mieux ». Personnalisation que vous pouvez faire en termes de localisation, c'est plus en termes de... grâce au CSV. Donc c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple entre parenthèses, localisation, et ça va être le CSV qui va faire ça automatiquement pour vous. Parce qu'effectivement, quand vous recevez quelque chose du type « Bonjour Mathilde, j'étais en train de chercher les meilleurs fleuristes de Marseille, je suis tombé sur vous. Je peux vous aider à vendre 1000 fleurs par mois en attirant une audience récurrente ». Ça intéresse beaucoup plus que « Bonjour Mathilde, je cherchais des fleuristes, je suis tombé sur vous et je pourrais vous aider à vendre plus de fleurs ». Ensuite, le titre du poste, c'est pas tellement intéressant parce que comme avec la localisation, c'est quelque chose que vous pouvez changer avec l'outil directement. Le titre, les mots-clés, c'est intéressant, c'est pas à 100% pertinent parce que des fois, il y a des entreprises avec certains mots-clés qui ne sont pas tous les entreprises que vous pouvez avoir, donc du SEO. Par exemple, vous cherchez SEO sur, je sais pas, n'importe quel outil. Vous pouvez tomber sur des coachs, vous pouvez tomber sur des consultants, vous pouvez tomber sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pas obligé qu'il y ait que des agences de SEO. Maintenant, c'est sûr que un email qui va être en mode « Bonjour Jérôme, j'ai adoré vos dernières études de cas avec des clients SEO sur votre site web », on peut ajouter 5 à 15 appels qualifiés avec des clients SEO à étiquette, si ça peut vous intéresser. Bien évidemment, qu'il y aura plus de réponses. Ensuite, la technologie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas toujours 99% de précis, mais ça peut, sur votre offre, être super pertinent. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites du consulting HubSpot, ou si, par exemple, vous êtes
vous avez une agence pour les infopreneurs, ça peut être particulièrement intéressant. C'est-à-dire, par exemple, bonjour, j'ai vu que vous utilisez HubSpot, je peux vous faire gagner 5 heures par semaine à tous vos commerciaux. Est-ce que je peux vous envoyer une vidéo de 2 minutes pour savoir si ça pourrait être intéressant pour vous? Aussi, il faut garder en tête en segmentation, une dernière chose que je dirais sur la segmentation, c'est que en plus d'avoir un échantillon assez gros, il faut savoir si c'est vraiment nécessaire. En fait, il faut garder en tête que l'offre restera la chose la plus importante. Vous pouvez me donner les meilleurs compliments, ça justement j'en parlerai dans la personnalisation, c'est-à-dire que la plupart des gens ils pensent que la personnalisation c'est bonjour, j'ai adoré votre dernier post LinkedIn. Pas du tout. La vibe qu'on reçoit c'est ah bonjour, j'espère que tu vas bien, je veux te demander quelque chose, donc en fait j'essaye d'être nice pour que tu me dises oui, que tu me sentes mal de me rejeter, etc. Non. C'est de la manipulation, on n'aime pas, personne n'aime être manipulé. Donc, il vaut 100 fois mieux avoir une meilleure offre et moins de personnalisation que de l'inverse, tout simplement. Donc par exemple, si vous optimisez votre offre, votre délivrabilité, etc., vous envoyez un assez gros volume et que vous n'avez toujours pas de résultat, effectivement, il faut penser à la segmentation, il faut tester votre copywriting. Maintenant, si vous avez déjà testé tout ça et vous avez des très bons résultats, vous pouvez vous demander si c'est particulièrement pertinent de segmenter et de tout complexifier. Donc comme je l'ai dit, une bonne personnalisation, ce n'est pas salut, j'ai adoré votre dernier. Une bonne personnalisation, elle n'est pas censée seulement gagner 2 secondes et faire dire à la personne que ce n'est pas un email qui a été envoyé à 10 millions de personnes. C'est censé vous aider à closer et à avoir plus d'appels qualifiés. Donc avec ça en tête, les personnes ne vont pas en appel avec des gens qu'ils aiment bien. Je ne vais pas en appel parce que oh, la personne elle était nice, elle m'a mis des emojis, etc. Pas du tout. Je vais en appel avec la personne et je vais acheter surtout le service si je pense que ça va m'être utile. Et ce n'est pas du tout fait avec le genre de personnalisation lambda. Donc le bon type de personnalisation, par contre, lui, il dit exactement pourquoi vous les contactez spécifiquement et pourquoi il devrait trouver votre approche pertinente. Pourquoi il devrait vous donner du temps. Donc par exemple, une bonne personnalisation, ça serait par exemple « Ah bonjour Tom, j'ai vu que vous postiez des vidéos très longues sur votre YouTube. J'imagine que ça doit vous faire gagner pas mal de clients maintenant j'imagine que vous cherchez toujours des manières d'optimiser tout ça. Je pourrais vous faire gagner 4 heures par semaine, 5 heures par semaine en m'occupant de tout votre scripting, montage et publication de vos vidéos YouTube. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Directement par rapport à « Ah bonjour Tom, j'ai adoré votre dernier post sur LinkedIn, je peux faire votre montage vidéo ?» Non. La personnalisation doit me faire dire « Ah ouais, effectivement, j'ai besoin du service. » Par exemple, une personnalisation à l'échelle, c'est toujours quelque chose que vous devez aller chercher à l'échelle. Personnalisation un par un, en fait, ça va vous coûter beaucoup trop cher. Je sais que par exemple, que des personnes qui vont faire des first line pour vous, ça ne porte vraiment pas plus de résultats que ça. Vraiment. C'est triste, hein, mais ça n'apporte pas plus de résultats que ça, tout simplement pour la raison que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui m'a spammé en cold email, qui fait ça à 10 000 personnes, mais ok, si votre approche n'est pas bonne, ce n'est pas la peine. Donc, bonjour Tom, en tant qu'agence SEO, je suppose que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux clients. Je viens de visiter votre site web avec les études de cas et services que vous avez. Je pourrais vous obtenir 5 à 15 appels qualifiés par mois. Pas quelque chose où on se dit, waouh, il a passé 30 000 heures à chercher mon compte sur LinkedIn. Mais on se dit, ok, bah c'est cohérent. C'est cohérent, ça peut marcher, let's go. Pareil pour l'e-commerce, j'ai analysé vos automatisations de mail et j'ai trouvé quelques points qui ont permis à 3 de nos clients d'augmenter leur chiffre d'affaires de 27% par exemple en 3 mois. Est-ce que je peux vous envoyer une vidéo de 4 minutes qui vous explique tout ça? Directement, on se dit, ok, c'est quelqu'un qui me contacte. Pourquoi je devrais trouver ça pertinent? Parce que la personne qui me contacte, c'est un problème que je veux régler. Elle a déjà fait ça pour 3 personnes, donc ça va marcher pour moi. Et puis je prends aucun risque, c'est seulement 4 minutes. Si vous ne trouvez pas d'angle de personnalisation, vous pouvez avoir plusieurs angles. Donc l'angle de l'honnêteté, donc là c'est tout simplement enlever tout ce qui est fausse personnalisation. Oui, je vous ai trouvé sur LinkedIn, oui, j'adore ce que vous faites, etc. Et plutôt aller directement vers le point. Ça fait une vague de fraîcheur par rapport à toutes ces personnes qui mentent. Ça montre que vous n'êtes pas là pour essayer d'être sympa, mais vraiment les aider. Donc ça peut marcher. Ensuite, il y a l'angle du titre de poste, donc j'avais dit que vous allez en parler. Donc, c'est-à-dire que ça marche particulièrement bien avec certaines offres, ça marche très peu avec d'autres offres. Donc, par exemple, si vous faites de l'influenceur marketing, comme je le fais pour actuellement un client, bonjour Julien, en tant que social manager chez Nike, j'imagine que vous cherchez toujours des moyens créatifs de promouvoir vos produits, et je peux associer votre marque avec 5 influenceurs ayant plus de 100 000 abonnés sur votre prochain lancement. Est-ce que cela vous intéresserait?
Maintenant que vous savez tout ça, quel angle de cold email tester, parce que comme vous le savez, chacun a des goûts différents, et donc, surtout dans des industries qui sont très saturées, il y a certains angles qui peuvent marcher 2 fois mieux que l'angle du direct pitch. Alors, on va voir ensemble plus de 5 angles ensemble que vous pouvez tester pour voir tout simplement qu'est-ce qui va vous rapporter le plus de résultats. Donc le premier angle que vous connaissez certainement, c'est l'angle de la vidéo Loom. Donc c'est-à-dire que plutôt que de pitcher un appel, plus d'informations, etc., vous demandez si vous pouvez envoyer une courte vidéo. Bien évidemment, si vous voulez prendre cet angle-là, il faut quelque chose de... Même si vous envoyez une vidéo, vous restez un inconnu, et on ne donnera pas à un inconnu plus de 5 minutes, tout simplement. À part s'il faut cas vraiment exceptionnel. Mais dans 99% des cas, ça ne sera pas intéressant. Et même pour vous, ça n'a pas de sens de faire des looms de plus de 10 minutes si vous n'êtes pas sûr d'avoir un rendez-vous. Donc à quoi ressemble un call email qui pitch un loom? Donc c'est par exemple, salut, je suis tombé sur les publicités de Nocibé, j'ai remarqué quelques améliorations que vous pourriez faire pour augmenter votre rentabilité. Est-ce que je peux vous envoyer une vidéo de 3 minutes qui vous montre toutes les améliorations à faire? Les avantages de cet angle-là, c'est que vous obtiendrez beaucoup plus de réponses positives. Les calls que vous obtiendrez seront beaucoup plus qualifiés, étant donné qu'ils auront vu une vidéo qui présente un peu ce que vous faites, et qui, bien évidemment, si vous analysez des ads sur Facebook, ils vont se dire que vous faites des ads sur Facebook et que vous êtes un expert dedans. Les gros inconvénients de cet angle-là, c'est que la majorité ne regarde même pas le loom que vous leur faites, malheureusement. Maintenant, ça vous donne une raison de relancer à quasiment à l'infini. Ensuite, filmer chaque loom prend beaucoup trop de temps. Si vous avez plein de réponses positives, c'est très compliqué. Il faut aussi arriver à le faire de manière très rapide. En call email, il faut essayer de répondre en moins de 5 minutes, c'est compliqué. Alors si faire un loom vous prend 3 jours, je vous laisse imaginer le perte de résultats. Ensuite, le gros dernier inconvénient, c'est qu'en fait, vous pouvez être vraiment mauvais en loom, quoi. C'était par exemple mon cas, aucune énergie. Je conseillerais plus cet angle aux offres saturées, c'est-à-dire ceux qui font de la publicité, ceux qui font des sites web, ceux qui targetent les e-com, des niches qui ont du mal à avoir des résultats. Ensuite, il y a l'angle du lead magnet. Donc un lead magnet, c'est simplement une ressource que l'on envoie. Et donc cette ressource-là, elle doit augmenter le nombre de réponses positives que vous avez, elle doit augmenter la qualification des appels aussi. Elle doit aussi augmenter le nombre d'appels que vous avez, parce que ça ne sert à rien d'augmenter le taux de réponse positive si vous n'avez pas plus d'appels que ça. Donc pour arriver à ça, il faut avoir une intersection entre ces trois choses. Plus de réponses positives, plus d'appels qualifiés, plus de réponses positives, plus d'appels qualifiés. Il y a 2 types de lead magnet que vous pouvez faire. Il y a des lead magnets conditionnels, donc ça c'est quand vous devez apporter beaucoup plus de valeur. Donc par exemple, je peux gérer vos pubs pendant 1 mois totalement gratuitement, venez en appel. Donc ça marche vraiment extrêmement bien, parce qu'en fait, le plus dur, ça reste d'avoir la personne en appel. Une fois que vous avez la personne en appel, que vous, par exemple, l'intégrez dans votre outil de gestion de clients, tout est beaucoup plus simple. Et convertir, c'est 3 fois plus simple. Donc, par exemple, vous pouvez faire quelque chose de moins important, c'est un audit complet des ads Facebook, des nouvelles créatives gratuites, des posts sur LinkedIn. Ensuite, il y a des lignes magnets pour rendre le prospect plus problem aware, qui se rendent compte de ces problèmes. Ça, c'est particulièrement pertinent pour des offres où, en fait, vous pouvez élargir votre total addressable market par des gens qui ne comprennent pas trop l'importance. Et ça, c'est particulièrement le cas pour les agences de recrutement. Parce que vous le savez, soit une entreprise recrute, soit elle ne recrute pas. Et en fait, si vous pouvez adresser les personnes qui ne recrutent pas en leur faisant comprendre qu'ils ont des personnes dans leur entreprise qui sont tout simplement mauvaises et qui pourraient remplacer, qui pourraient éviter de faire cette même erreur, vous pouvez aller chercher beaucoup plus loin. Avec par exemple une checklist avant de recruter un sales, une checklist pour auditer ses ads, pour savoir si en fait ils ont besoin de vous ou non. Donc cet angle-là vous obtiendra, comme j'ai dit, beaucoup plus de réponses positives, normalement, si vous faites un bon lead magnet. Les calls que vous obtiendrez seront beaucoup plus qualifiés. Maintenant, la lecture du document, il peut élargir le sales cycle, c'est-à-dire que si vous avez un document long, ils peuvent se dire « Ah oui, je le regarderai plus tard, etc. » Et aussi, pareil que pour les looms, vous pouvez faire des mauvais lead magnets qui, en fait, jouent contre vous. Ensuite, il y a l'angle du one sentence call email, donc là, vous l'avez peut-être entendu, c'est un angle
très simpliste qui donc fait un cold email qui ne fait qu'une seule ligne. Bonjour, prénom, est-ce que vous seriez intéressé par ça? Et donc là, le but, il faut vraiment avoir une offre optimisée pour que ça marche. Et l'avantage, c'est que c'est super simple à écrire. Le problème, c'est que certains prospects n'aiment pas, certains prospects qui se prennent pour les rois du monde se disent ah non, mais moi. Donc il y en a certains, ils se prennent pour des princesses. Donc les princesses, vous n'allez pas travailler avec eux. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous dire, bon, ce sont des princesses pour un cold email, ils feront les princesses pour mon service, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et aussi, ça peut, il faut surtout tester comment ça marche dans votre target market, tout simplement. Ensuite, il y a l'angle du pitch direct, donc ça c'est l'angle que je vous ai expliqué. Donc, bonjour, first name. Personnalisation, j'ai vu que vous faites actuellement par exemple du SEO, je peux vous obtenir résultat, est-ce que ça vous intéresserait-il? Ensuite, il y a l'angle de l'étude de cas, donc c'est-à-dire que là, vous utilisez une étude de cas en plus de votre direct pitch pour augmenter le nombre de personnes qui vous prennent au sérieux, obtenir plus de réponses positives et vous différencier vraiment des autres. Parce que vous le savez, des entreprises qui promettent plein de choses, il y en a énormément. Concrètement, je vois pas trop d'inconvénients à cet angle-là, à part peut-être d'être un peu trop long suivant les fois. Maintenant. Ensuite, il y a l'angle du problem sniffing, donc l'angle en fait d'un problème-solution. Donc, monsieur, est-ce que vous avez ce problème-là? Moi, je peux vous faire. C'est un cold email qui marche extrêmement bien parce que tout simplement, il paraît super logique. Bonjour Tom, est-ce que vous en avez marre d'éditer vos vidéos pendant des heures et obtenir moins de vues que vous pensez le mériter? Oui. Ok, je peux vous faire votre SEO et votre montage. Ensuite, comment follow-up avec classe et efficacité. Donc vous avez probablement entendu la phrase de coach business, il faut relancer les personnes jusqu'à ce qu'elles vous disent oui ou d'aller vous faire voir. Donc le problème c'est qu'en cold email, c'est une très mauvaise stratégie. Parce qu'en fait, la plupart des réponses positives arrivent à l'email 1 et à l'email 2, ce qui va faire que en relançant plein de fois, vous parlez tout simplement à un mur, vous parlez à cette personne pour rien, elle ne va pas vous répondre positivement. Vous pourriez tout simplement parler à quelqu'un qui serait beaucoup plus intéressé. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, plus vous relancez, plus vous êtes marqué en spam, tout simplement. Maintenant, combien de relances faire et quand, pourquoi, tout comprendre. Donc, d'après ce que je vous ai dit plus tôt, donc on voit la plupart des réponses positives à l'email 1 et à l'email 2. Concrètement, si vous avez un marché qui peut le permettre, si vous pouvez targeter plusieurs industries, je vous conseillerais d'avoir que seulement un cold email en 2 étapes pour pouvoir brasser beaucoup plus large, pour pouvoir faire plus de tests, pour que ça soit beaucoup. Je sais qu'en France c'est pas du tout quelque chose qui est fait. Maintenant les résultats que j'ai pu avoir pour mes clients parlent de même. Je peux vous le dire, c'est totalement game changer. Imaginons que vous vous dites ah non mais c'est pas possible, etc. Non mais concrètement moi j'irais vers quelque chose une séquence en 3 étapes et peut-être si vraiment vous voulez insister 4 étapes, mais 3 étapes franchement ça reste le mieux. Quel message de relance envoyer maintenant? Vous ne voulez pas être en mode oh je vous remonte juste ça et ce type de relance là parce qu'en fait chaque mauvais démarchage ressemble à quelque chose d'insistant et quand on est très bon à reconnaître les patterns en tant qu'humain, en fait si on reconnaît ce pattern chez vous on va se dire ah mauvais prospecteur. Et deuxième chose c'est que vous rappelez au prospect qui vous a ignoré la première fois et donc il y avait certainement une bonne raison à ça. Donc pour la première relance, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement reformuler votre offre sans personnalisation, c'est-à-dire qu'il y a juste votre offre et en changeant l'appel à l'action. Donc par exemple, salut John, je peux vous obtenir 1 million de vues en 90 jours ou vous ne payez pas. Est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos? Pour la deuxième relance, vous pouvez changer l'angle de votre offre et de votre email froid, c'est-à-dire que en fait, vous voulez essayer de proposer quelque chose de nouveau, une vidéo loom, une ressource, ou montrer un autre avantage de votre offre, parce que si on vous a ignoré 2 fois, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc par exemple, salut John, je peux vous obtenir 5 appels de vente entrants par mois en écrivant vos posts LinkedIn où vous ne payez pas, cela vous intéresserait-il? Devient, salut John, je peux vous obtenir 1000 nouveaux abonnés tous les 60 jours en écrivant et en commentant sur votre marque personnelle. Est-ce que je peux vous envoyer quelques idées que j'avais en tête pour votre personal brand? Pour la troisième relance, demandez en fait si vous contactez la bonne personne dans l'entreprise. Si c'est la bonne personne, elle vous dira ah non mais je t'ai occupé, etc. Ouais, elle vous ignorera parce qu'elle n'est pas intéressée. Et si ce n'est pas la bonne personne, elle vous donnera l'email de ce contact-là. Comme ça, vous pouvez avoir de bien meilleurs résultats. Donc par exemple, salut John, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter. Est-ce que vous êtes la bonne personne chez Kansas Marketing pour discuter de la manière dont je pourrais vous obtenir 1 million de vues en 90 jours? Avoir le nom et l'email de la personne serait top. Dans une prochaine vidéo, on verra comment mettre en pratique tout ça. Maintenant, si vous avez une agence, une entreprise B2B faisant
plus de 7 000 € par mois et que vous voulez que je m'occupe de toute votre prospection par email, tout simplement, vous avez le lien de mon site web juste en bas pour comprendre plus en détail le processus. Actuellement, je ne fais payer à mes clients que les appels qualifiés qui reçoivent en plus d'un petit frais tech. Il n'y a pas de frais de setup comme beaucoup d'agences ni de frais fixes. Donc si ça vous intéresse, prenez tout simplement un appel avec moi maintenant. Et je vous conseille aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, commenter les problèmes que vous pouvez avoir en call email. Et je vous dis à très bientôt tout simplement pour les meilleures vidéos sur le call email en France.